Je vais commencer donc par la synthèse des ateliers régionaux qui se sont déroulés cette année au cours du premier trimestre, en commençant évidemment par les constatations. Tout d'abord, ce qui a été assez manifeste, c'était de considérer que la plupart du temps, la langue est vue comme un frein ou un problème et non comme une richesse. Alors, souvent, on rapproche cet élément-là de la question historique, du rapport historique de la France à sa langue et aux langues des autres pays et des autres cultures. Et ces difficultés sont sont vécues de l'enfance à l'âge adulte, à l'école, comme dans le cadre des relations usuelles avec les institutions ou les administrations. Les constatations ont aussi pointé un primat de l'écrit sur l'oral qui s'accompagne d'un primat des codes administratifs au détriment d'autres langages plus inclusifs ou de la dimension corporelle de l'expression et de la communication humaine, on va dire. Plusieurs participants des ateliers ont aussi relevé un certain nombre d'idées reçues sur les entraves que représenterait le recours à plusieurs langues dans leur quotidien, pour les adultes comme pour les enfants. Et là, on invoque en tout cas une mauvaise intégration des enfants, par exemple à l'école, ou une confusion mentale, alors même que, par ailleurs, des différentes études ont pu justement souligner l'importance de la place des langues dans le quotidien des individus et particulièrement des enfants, dans le sens où cela stimule le développement cognitif et l'empathie. La langue est vécue comme un élément profondément intime qui fait écho à des parcours de vie souvent marqués par un sentiment de perte d'un pays, d'un proche, de plusieurs proches parfois, ou d'un statut social, donc d'une partie de son identité. Cela peut conduire à invisibiliser des langues, y compris pour des personnes qui n'auraient plus conscience de leur aptitude à parler leur langue maternelle. En tout cas, qui ne le revendiqueraient pas, qui n'en auraient pas l'envie de le revendiquer auprès d'un certain nombre de personnes. Lire des textes dans ces langues permettrait évidemment leur reconnaissance et avec elle la reconnaissance des cultures concernées. Or, il semble que l'offre éditoriale soit trop réduite, avec en plus un nombre de points de vente qui se réduit, comme peau de chagrin, je ne sais pas, en tout cas qui se réduit, puisque plusieurs librairies bilingues ont récemment fermé, par exemple. Les solutions, celles qui ont été envisagées pendant les ateliers, émanent d'expériences de terrain que plusieurs participants ont souhaité partager au cours des travaux, donc lors des ateliers. Et ça, en tout cas, ce qui a été vraiment essentiel, d'une certaine manière, c'était le fait de se reposer tout d'abord sur l'importance de reconnaître la dimension multilingue de la société française. Ce qui peut aller à la fois de soi comme pas du tout selon le point de vue, mais en tout cas, le fait est qu'il y a de toute façon plusieurs langues en France. De leur côté, les médiateurs doivent accepter de ne pas imposer leur propre rapport aux langues dans les relations nouées avec les enfants ou les adultes lors des propositions qu'ils mettent en place. Et de fait, les solutions mises en avant concernent des actions fondées sur le principe de la rencontre, accueillir ou aller vers, avec le concours de divers acteurs d'un même territoire afin de croiser les regards et les initiatives. Sur le plan des propositions, il y a 4 éléments en fait. Tout d'abord, rétablir ou établir les principes, une série de principes. L'égale dignité des langues, la langue en tant que droit culturel, et le fait que parler une langue est un plaisir empreint de convivialité, de musicalité, au-delà de tous les aspects identitaires que j'ai pu déjà mentionner. Deuxième élément, se saisir de l'existant pour agir, donc connaître les dispositifs qui existent, c'est-à-dire que là, typiquement, l'aide du CNL en est un bon exemple, mais ça veut dire qu'il y a tout le cadre de l'éducation artistique et culturelle qui peut être mis à contribution, et donc connaître tout ce qui nourrit en ce moment les politiques de AC. Mais donc, ça veut dire aussi les connaître et donc savoir comment les utiliser. Et donc ça doit passer par, entre autres choses, la discussion, l'échange et la formation. Troisième élément, il faut toutefois envisager des démarches nouvelles, en tout cas, a priori, nouvelles, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui n'ont pas été identifiées comme existantes. Pourquoi ne pas attribuer à une structure existante ou à créer le rôle de référent territorial dans le domaine des langues pour orienter, conseiller, fédérer les initiatives, prêter des ouvrages. Pourquoi pas mettre en place aussi des quotas d'acquisition d'ouvrages en langues étrangères
Et ce qui a été un petit peu évoqué ce matin aussi, le fait d'avoir recours plus souvent et plus systématiquement, même au facile à lire et à comprendre, dans tous les lieux administratifs, par exemple. Dernier élément, les modalités. Alors même si ça recoupe un petit peu les solutions envisagées par les acteurs de terrain que j'évoquais tout à l'heure, mais tout d'abord se dire que la rencontre peut intervenir avec le concours de nouveaux codes graphiques, des pictos par exemple, qui peuvent éviter de ne se reposer que sur les codes de l'écrit uniquement, et donc avoir un autre type de langage dans certains cas. Rendre les langues vivantes, c'est favoriser leur transmission, et cette transmission peut passer par des projets intergénérationnels. Et la prise en compte des langues doit innerver les échanges et les pratiques au point de constituer une offre régulière de propositions et non une série d'événements ponctuels. De sorte que on peut véritablement baigner dans un bain langagier multiple de manière constante. Voilà pour les résultats des travaux menés en région. J'ai beaucoup parlé, maintenant je vais vous céder la parole. En vous présentant tout d'abord, je vais commencer par Amaline Simon-Radinez. Ravi de vous rencontrer et je vous présente en ces quelques mots et vous n'hésiterez pas à me compléter. Vous êtes docteur en psychologie, vous avez mené une thèse et des travaux de doctorat sur le plurilinguisme et sur la prise en compte de la langue maternelle dans l'évaluation langagière. Vous êtes également directrice du centre Babel, qui se situe à l'hôpital Cochin à Paris, et qui se propose d'optimiser la prise en charge des usagers des services publics en introduisant les concepts de clinique transculturelle dans la pratique des professionnels. Et vous allez certainement nous parler un peu plus de cette notion de clinique transculturelle. J'enchaîne tout de suite. Je vais vous présenter toutes, comme ça, ce sera, si ça vous convient. Oui, c'est parti. J'enchaîne avec Christine Hello. Bonjour. Vous êtes sociolinguiste, professeur émérite à l'Université de Strasbourg et présidente de l'association Du Lala. Du Lala, d'une langue à l'autre, qui est une association qui s'attache à créer les conditions permettant la construction d'un plurilinguisme harmonieux, fondée sur la reconnaissance de la dignité de chaque langue au sein d'une société multiculturelle. Et vous évoquerez sans doute les différents types d'actions. Il y en a beaucoup auprès d'un grand nombre d'acteurs, particulièrement l'éducation nationale, ce qui est évidemment un sujet essentiel dans notre discussion. Dominique Rateau, tu es orthophoniste, thérapeute du langage et de la communication. Tu l'as été pendant 20 ans. Tu as travaillé dans des institutions spécialisées qui accueillent des enfants de 5 ans à 16 ans. Tu as exercé ensuite en Aquitaine entre 1990 et 2004 dans le cadre d'une mission de livre petite enfance au sein de la structure régionale du livre qui s'appelait alors, dans une autre époque, le Centre régional des lettres d'Aquitaine. Cette mission malheureusement a été interrompue, donc tu as continué au sein de cette même structure de 2004 à 2014 pour soutenir les artistes et l'éducation artistique et culturelle en direction des adolescents. Tu es toujours conférencière, tu as eu l'occasion de mener divers types de formations, tu as mené différents types de projets. Tu es autrice à titre individuel et désormais aussi depuis quelque temps à l'agence Quand les livres relient, que tu présides, et qui est une agence dont tu nous parleras évidemment et qui se donne pour objet de favoriser une expérience littéraire dès la naissance et tout au long de la vie. Alors, ce n'est qu'une phrase qui recouvre bien des éléments. Domitil Pestre, pardon. Tu es coordinatrice Île-de-France à l'association Fable Lab, tu es cofondatrice de l'association qui propose des médiations vers la lecture et l'écriture. Vous avez 2 antennes, une en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, depuis 2018, et une autre en Haute-Loire, donc dans un cadre totalement différent, mais également passionnant, depuis 2020, à Chavagnac-Lafayette. Je précise le nom, puisque ce serait une erreur de ne pas le faire. Fable Lab se positionne comme un laboratoire d'expérimentation et de fabrication autour de la lecture, de l'écriture et des langues. Tu nous en diras plus. Je précise que tu as eu
j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur ces ateliers régionaux, particulièrement avec tes collègues sur la question du plurilinguisme. Donc, n'hésite pas à nous dire aussi énormément de choses sur ces ateliers, ce que tu as pu percevoir également. Et puis, Lynn Colson, dans le champ de l'écriture, on est aussi dans cette dimension-là. On a vu ce matin que ça te tenait à cœur aussi. Tu es élue référente du dossier Culture à Peuple et Culture, qui est un mouvement d'éducation populaire. Et par ailleurs, directrice de la boutique d'écriture ENCO, située à Montpellier. Donc Peuple et Culture, c'est une quinzaine d'associations en France, dans 8 régions, avec à peu près 3000 adhérents. Et l'idée, c'est vraiment d'aller hors des lieux institués, à la périphérie des villes, dans les quartiers prioritaires, à la campagne, dans les territoires qui ne sont pas en tout cas, qu'on peut considérer isolés, et avec une exigence particulière sur le lien entre la culture et l'art, à chaque fois. Et le fait d'inscrire l'action dans le temps long. Voilà, si j'ai bien résumé. J'ai beaucoup parlé. C'est votre tour maintenant, et je vais vous proposer tout d'abord à Malini de prendre la parole, parce que la dimension de la recherche et de la compréhension d'un certain nombre de ressorts dans le rapport individuel et familial et dans le cadre professionnel aux langues, c'est forcément prépondérant, et vous avez, j'imagine, énormément d'éléments à nous donner pour valider ou invalider ce que j'ai pu, moi, lister tout à l'heure. Merci, bonjour, et je suis contente d'être là. Alors, c'est vrai que, moi j'ai été étonnée, hein. Je pense que plusieurs, je veux dire, c'est plus à démontrer l'importance des langues, c'est plus quelque chose à démontrer, ça y est, il y a plein de chercheurs qui ont travaillé dessus, il y a plein de gens qui ont démontré, même scientifiquement, qu'avoir plusieurs langues, c'est une richesse, et que c'est pas ça qui empêche les enfants de bien grandir. Mais pourtant, j'ai souvent cette question, c'est-à-dire en soins, on me demande toujours, oui, mais d'accord, mais c'est les enfants quand même qui ont plusieurs langues qui sont en difficulté. Le problème, c'est pas les enfants et les langues, le problème, c'est comment on les accueille, comment on accueille ces langues à l'école, comment on accueille ces langues dans le soin, comment on accueille les familles. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, parce que le problème, il se situe pas au niveau des langues, mais vraiment comment on prend en compte cette position-là et comment on la rend active. C'est pas souvent on me dit, moi je dis que c'est important de parler les langues, mais ça suffit pas en fait. C'est de les faire exister, ces langues-là, dans les écoles, comme l'expérience qui a été montrée en vidéo, comme peut le faire aussi l'association du Lala ou d'autres associations d'ailleurs qui valorisent, mais qui font exister ces langues-là. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très important. Et en plus, la question, au début, dans les premières études, on parlait de bilinguisme. Quand on parlait beaucoup bilinguisme, le bilinguisme. Mais aujourd'hui, on parle de plurilinguisme, c'est-à-dire qu'on ne s'attache plus à 2 langues, mais plusieurs langues. Et les manières d'interagir dans ces plusieurs langues commencent à aussi évoluer. Et là, je parle de l'évolution clinique. Moi, dans le soin que je vois aujourd'hui, par exemple, on a des familles de couples mixtes qui parlent 2 langues. Le papa parle une langue, la maman parle une langue. Et il y a une autre langue qui est la langue commune du couple. Et ils vivent dans un autre pays. Donc, vous imaginez que dans ce contexte, il peut y avoir 4 langues. Et les enfants entendent ces 4 langues et ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, je rappelle que dans le monde, il y a beaucoup plus de personnes plurilingues que monolingues. On parlait de la France, vous disiez, voilà, en France, on doit reconnaître l'aspect plurilingue de la France, mais même dans le monde, en fait. Et les enfants grandissent très bien. Donc il y a déjà, je trouve que ça évolue beaucoup. On a aussi beaucoup d'enfants, par exemple, qui sont placés et donc qui, petits, entendent une langue avec leurs parents et ils sont placés dans des familles qui parlent le français. Et malheureusement, du coup, le français se pratique de plus en plus au détriment de cette première langue. Et du coup, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Donc, c'est pour ça, proposer des livres, proposer des manières de faire vivre ces langues, c'est quelque chose de très important. Même dans ces familles où il y a plusieurs langues, moi, j'ai beaucoup d'adolescents, parce que je travaille aussi à la maison des adolescents de l'hôpital Cochin, qui nous disent « Mais mes parents ne m'ont pas transmis la langue ». Je coordonne un DU de psychiatrie et compétences transculturelles où c'est des adultes qui viennent, des professionnels, éducateurs, différentes professions, qui vont me dire « Mais moi non plus, mes parents ne m'ont pas transmis la langue » et qui revendiquent et qui disent « On n'a pas reçu cette langue-là et aujourd'hui, elle nous manque, il y a quelque chose qui nous manque ». Et donc, c'est quelque chose d'important qu'on doit vraiment porter dans nos préoccupations aujourd'hui.
J'aurais plein de choses à dire, mais je laisse la parole aux autres. J'enchaîne. Merci beaucoup pour cette première intervention. En fait, c'est vrai que cette notion de manque, on la ressent à différents titres quand on commence à s'intéresser à ces questions. Mais comment on peut justement accompagner ce type de demande et d'envie finalement? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui permettent d'accompagner ces professionnels? Et là, je me tourne un petit peu vers vous, Christine, parce que évidemment que quand on parle d'enfants, même si le plurilinguisme, ce n'est pas qu'une question d'enfance, mais je pense que l'éducation nationale aussi est un acteur clé dans la prise en compte de ces réalités-là aussi. Oui, bien sûr, l'éducation nationale est un acteur clé, mais on sait bien que au sein de l'éducation nationale, c'est un nombre très limité de langues qui sont enseignées, à 90% l'anglais par exemple, et puis ensuite, au fur et à mesure de la scolarité, l'allemand ou l'espagnol, donc les langues dominantes européennes dans l'ensemble. Et dans les classes, que ce soit aux différents niveaux scolaires, ce que disent les chercheurs aujourd'hui, c'est que toutes les classes sont multilingues. Elles ne sont pas multilingues parce qu'on enseigne plein de langues dans ces classes, mais parce que les enfants dans les classes sont multilingues, sont en contact avec un grand nombre de langues à la maison, dans le quartier, dans les clubs sportifs, dans leurs activités religieuses, etc. Et dans leur famille, bien sûr. Et lorsqu'ils voyagent l'été dans les différents pays où ils vont en vacances. Voilà, donc moi je voudrais dire quelque chose par rapport aux interventions précédentes à cette table ronde, c'est qu'a été utilisé le terme allophone. Alors moi c'est un terme que je critique beaucoup, que je remets en question. Bien sûr c'est le terme utilisé généralement, sans doute qu'ici tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais moi, quand j'ai des amphis d'étudiants à l'université, en deuxième, troisième année de licence, je demande est-ce que vous savez ce que veut dire le terme allophone? Et presque personne ne sait ce que veut dire ce terme. En fait, c'est un terme discriminatoire pour les enfants, pour les parents. Et il est grand temps de ne plus utiliser ce terme, mais d'utiliser justement le terme plurilingue. Ces enfants sont plurilingues. Même lorsqu'ils ont 3 ans et qu'ils arrivent à l'école maternelle, s'ils parlent turc, kurde à la maison, ils sont en contact avec le français. À l'école maternelle, on peut dire qu'ils sont plurilingues en devenir, mais ils sont plurilingues. Pourquoi aussi critiquer ce terme? Eh bien parce qu'on est tous allophones. Moi, je suis allophone. Je parle d'autres langues. Vous parlez d'autres langues. Donc on est tous allophones. Donc ce terme ne veut pas dire grand-chose finalement. Et bien évidemment, c'est pas les enfants qui parlent certaines langues qui sont invisibilisés à l'école ou discriminés, etc., et d'autres. Voilà. Alors ça, c'est plutôt pour le côté chercheur, pour le côté du Lala. Eh bien, l'association existe depuis 2009 et essaye de répondre aux besoins du personnel éducatif, mais en fait de toutes les personnes au contact des enfants, que ce soit dans les médiathèques, dans les centres sociaux, à l'école, bien sûr, dans les crèches, et essaye de produire du matériel pour répondre à ces besoins, également aux besoins des familles. Donc, par exemple, vous avez un ensemble de petites vidéos qui expliquent ce que c'est que d'être bilingue, plurilingue, etc. Et en particulier, une petite vidéo sur la lecture et qui explique qu'on peut très bien apprendre à lire dans 2 langues en même temps, par exemple. Voilà, donc des ressources pour les familles, des ressources pour les enseignants, des ressources créatives mêlant plurilinguisme et activités artistiques, des ressources pour les enseignants, pour pouvoir communiquer avec les familles qui arrivent et qui ne parlent pas français. Donc, je vous invite à aller sur le site et vous verrez une mallette pour la petite enfance. Donc, ça, c'est pour les personnels de crèche. Une mallette qui s'appelle Fabulala pour la lecture et les activités artistiques plurilingues. Lexilala, le site avec une vingtaine de langues pour ce qu'on appelle le langage classe, donc communiquer avec les enseignants. Kamilala, qui concerne les kamishibai plurilingues avec un concours, etc. Et notre dernière ressource, qui est envisagée pour des publics de collège ou lycée peut-être, Philolala. Donc, des ressources pour discuter d'un point de vue philosophique sur ce que veut dire le plurilinguisme dans la société. Et juste pour terminer, je dirais qu'il y a 7000 langues dans le monde et la moitié de ces langues sont en danger de disparition. La France est un pays où on parle beaucoup de langues qui sont en danger. Donc cette thématique est également prise en compte, les langues régionales par exemple, dans toutes les ressources qui sont développées
par Dulala. Merci beaucoup. En fait, en vous écoutant, ça m'a fait penser à deux choses. D'une part, le contexte éducation nationale et le fait de dire que les classes sont multilingues, c'est particulièrement le cas des dispositifs de scolarisation de moins de 3 ans qui accueillent des enfants qui, bien souvent, ne parlent pas du tout le français, en tout cas parce que leurs propres parents ne le parlent pas. Et en fait, il se trouve qu'on a pu travailler, on travaille régulièrement avec ces dispositifs à Clamart dans le réseau éducation prioritaire, et on voit bien que parfois les professeurs sont eux-mêmes démunis, en fait. Ils ne savent pas comment prendre en compte ces réalités. Être face à quelqu'un qui ne parle pas le français, alors même qu'on ne parle pas forcément d'autres langues étrangères, quand bien même ce serait l'anglais, il y a quand même cet élément-là d'être un petit peu dans le flou, en fait, dans les relations même interpersonnelles et individuelles, dans un cadre familial. Et puis la deuxième chose, parce que vous avez eu raison de revendiquer la dimension de recherche, ce qui me permet de faire à la fois le lien entre la petite enfance, la recherche et donc Dominique, puisqu'il y a cet enjeu-là aussi de relier la recherche à la pratique et à l'expérience collective. Et c'est vraiment l'un des axes de travail de l'agence Quand les livres relient. Oui, alors, vaste sujet tout ça. Hein. Alors, vous redire que peut-être l'agence Quand les livres relient, c'est une association loi 1901, que c'est un réseau interdisciplinaire, interprofessionnel, c'est-à-dire ça, c'est au cœur quand même de notre volonté. Et notre volonté, c'est de réfléchir et d'agir ensemble, entre professionnels d'horizons différents, sur ces questions-là que tu as précisées tout à l'heure, favoriser une expérience littéraire et artistique dès la naissance et tout au long de la vie. Voilà. Et c'est suffisamment flou pour que justement on soit obligé, puisqu'on parle des langues, et on en a parlé ce matin aussi sur la nécessité d'être bien d'accord que derrière les mots qu'on emploie, on parle de la même chose. En fait, nous sommes tous, tout le temps, porteur d'une langue, même quand on parle la même langue, qui est une langue étrangère pour la personne à qui on s'adresse d'une certaine façon, parce que nous avons tous à faire ce travail si on veut se comprendre. Je dis tout le temps, on est souvent bercé d'une espèce d'illusion que parce qu'on parle la même langue, on se comprend. Alors si c'était le cas, on n'aurait pas besoin de table ronde, on n'aurait pas besoin de conversation. Et c'est quelque chose qui est important d'interroger. Voilà. Et c'est ce qu'on fait au sein de l'agence Quand les livres relient. Et peut-être que je pourrais dire qu'on a beaucoup appris grâce à cette littérature qui s'appelle la littérature de jeunesse ou la littérature d'enfance et de jeunesse, qui est une littérature en fait qui nous parle avec des mots et avec des images. C'est aussi une littérature qui nous oblige à travailler la question du cadre. Parce que dans les albums, les artistes, ils jouent tout le temps avec le cadre. Et là, vous voyez bien, on voit une image, on voit une forme, en fait. Et c'est parce qu'elle est nommée, cette forme, que ça devient quelque chose. Et là, dans cette image-là, on voit bien que certains, d'emblée, dans leur fonctionnement mental, ils voient un lapin, et d'autres, ils voient un canard. Et que je crois que toute notre capacité d'intelligence sensible demeure dans cette capacité en nous de toujours vouloir interroger, mais qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on dit quand on parle? Et que la question de la langue, elle parle essentiellement de qui nous sommes et où nous nous trouvons. Et dans quelque chose, alors je ne veux pas être trop longue, mais je voudrais dire que quelque chose, on a beaucoup appris parce qu'on a lu avec des bébés. Voilà. Et je dis toujours, nous sommes tous d'anciens bébés, il ne faut jamais l'oublier, c'est-à-dire que nous avons tous été dans cette place où des gens nous parlaient des choses avec des mots articulés, et en même temps, on ne comprenait pas, et en même temps, on savait qu'il y avait quelque chose de très important à comprendre et qu'on nous disait quelque chose. Et cette question de la langue qui nous constitue aussi bien que nous constituons nos langues, puisque nos langues sont vivantes, en fait. Elles ne sont pas figées. Elles servent à dire qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Donc, quand on parle des langues, et je crois que vos interventions disent ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble,
comment on veut faire société ensemble et qu'on ne peut pas parler de la question des langues sans interroger voilà, ce travail-là. Et c'est ce qu'on a voulu faire en fait au sein de l'agence Quand les livres relient, en mettant en place un séminaire qu'on a appelé Babil Babel. Alors, Babil Babel, parce que ça parlait des bébés et du Babil, et puis du Babel avec ces langues voilà, qui sont quand même quelque chose de très mystérieux, hein, les langues et la langue. Et on l'a appelé un espace de recherche et d'action interdisciplinaire. Christine Hello faisait partie du comité de pilotage, mais bien d'autres, multiformes, c'est-à-dire qu'on ne savait pas à l'avance quelle forme ça allait pouvoir prendre parce que ça a pris la forme des acteurs avec qui on a travaillé sur différents territoires. Donc, plutôt que d'arriver avec un projet déjà ficelé à l'avance, l'idée, c'était de construire ensemble et de s'appuyer sur ce que les gens déjà faisaient sur les territoires, mais d'apporter une ouverture, une réflexion, une mise en mots, hein, et de l'aborder aussi sur l'ensemble des territoires en France, parce qu'on sait très bien qu'il y a des chercheurs dans toutes les universités, pas seulement à Paris, et que ça nous paraissait aussi important d'aller chercher, d'aller mêler le savoir du terrain et le savoir de la recherche. Et ça, c'est vraiment au cœur. Parce qu'on a trop longtemps pensé qu'il y avait un savoir sur les choses qui était seulement parce que c'était un savoir intellectuel et un savoir de recherche. Mais il y a aussi un savoir de l'expérience. Et c'est là où c'est important de continuer de réfléchir et d'agir ensemble sur ces questions-là. Comment on écoute les gens qui parlent des langues différentes ? C'est pas seulement nous, parce que nous parlons la langue dominante dans notre pays, qui allons avoir la vérité là-dessus. C'est comment on va pouvoir être à la rencontre des personnes qu'on rencontre. Alors ça pose aussi la question du désir de rencontre, en fait. Parce que le désir de rencontre, ça nous amène chacun à interroger nos préjugés sur qui est l'autre et ce qu'il fait. Et est-ce qu'on peut s'accorder des espaces pour non pas dire à l'autre qui il est, mais l'écouter pour qu'il puisse nous dire aussi qui il est. Voilà, c'était toute l'ambition de ce séminaire. Alors, un autre petit détail, si je peux, puis après, je parlerai moi. Ebelio Cabrero Parra, psycholinguiste, il nous a donné des choses simples pour réfléchir à ce sur quoi on peut travailler. Il a différencié le langage, les langues, et moi, je rajoute la parole. Le langage, nous sommes tous des êtres de langage quand nous venons au monde, ne serait-ce qu'un sourire, une expression, un œil qui cligne, c'est quelque chose d'aller vers l'autre et de tisser des liens et de donner du sens à ce qui nous unit. Voilà. Donc, être de langage, nous le sommes tous, même s'il nous manque un sens, hein, peu importe. Donc ça aussi, c'est la question du handicap. Voilà, on peut l'aborder sous différents angles. Langue, il dit, lui, que on parle la langue de là où le hasard de la vie nous a fait naître. Oui, et des personnes qu'on a rencontrées, et de comment on va pouvoir les écouter. Et moi, je dis, il y a aussi la parole. La parole, c'est ce qui appartient à chacun. Alors, j'ai lu il n'y a pas longtemps que Antoine Gallimard, dans la collection Tract, il fait référence à Jean Giono, qui aurait dit que les mots sont vivants quand ils sont justes. Et je pense, moi, je pourrais militer peut-être pour une langue vivante. La langue vivante, c'est la langue de chacun de nous qui est juste dans ses modalités de relation à l'autre. Alors ça, sincèrement, c'est le travail de toute une vie. C'est jamais acquis et c'est ça qui nous met au travail. Voilà. Donc voilà, je m'arrête là. Mais la justice, je pense que c'est ce qui nous anime tous aussi, d'avoir... Et la justesse. Et la justesse, c'est vrai. Petite précision utile, les deux. Mais du coup, c'est vrai que tu disais, voilà, ça interroge notre désir de rencontre, comment on écoute les autres langues, et puis ça fait écho à certaines des solutions qui étaient évoquées lors des ateliers régionaux, c'est-à-dire arriver à se départir de ses propres représentations et de ses propres
son propre relation finalement avec les langues et les personnes auxquelles on souhaite s'adresser. Et là, je vais me tourner maintenant plus vers toi, Aline, puis toi, Domitil, c'est-à-dire comment on arrive à le faire sur le terrain, c'est-à-dire on arrive avec notre propre bagage intellectuel, de vie, parcours, etc. Comment on arrive à aller à l'encontre de ces éventuelles représentations et surtout à créer quelque chose qui mette en lien ce qu'évoquait aussi Dominique et d'une certaine manière ce qu'on a tous dit aussi, ce rapport à l'art, quoi. C'est-à-dire que l'art, ça permet aussi d'aller sur le terrain des langues aussi. D'abord, moi, je dirais qu'il y a des choses qui rejoignent tout simplement la précédente table ronde, celle sur la pauvreté, où c'est juste une question de statut, de reconnaissance, de considération, quoi. Et c'est vrai que je crois que la France est un pays un peu bizarre parce que d'abord, on a du mal à se rendre compte que dans la plupart des pays, il y a plein de langues en même temps et que ça perturbe personne. Alors qu'en France, c'est très, très perturbant. Il y a forcément une vision concurrentielle des langues, ou c'est l'une ou c'est l'autre. C'est pas deux ou trois. Donc ça, c'est juste des représentations sur lesquelles il faut peut-être travailler ou juste se redire quelques évidences. Après, je crois qu'on a aussi, faut pas se voiler la face, dans les questions de plurilinguisme et de lecture sur lesquelles on travaille, on va se retrouver aussi face à des questions d'immigration. Donc, au-delà de la question du plurilinguisme, il y a des questions de classe sociale, il y a des questions d'histoire, il y a des questions de colonialisme, de postcolonialisme, de néocolonialisme, qui vont traverser ces questions des langues. C'est pas des machins suspendus, les langues. Ça a des histoires individuelles, des histoires collectives, des histoires historiques, politiques, économiques. Voilà. Et je crois que c'est ça qui fait un peu peur aussi. Qu'il y a plein de gens pour qui, d'abord à cause d'une autre vision un peu sacrée de la langue qui doit être parfaite, d'abord qui doit être unique. Donc déjà, le français, il n'y en a pas qu'un. Il y en a plein des français, par définition, vu que c'est une langue vivante, elle n'est pas figée. Et donc il y a déjà plus de gens qui causent français en dehors de l'Hexagone que dans l'Hexagone, et avec des variantes de français extrêmement importantes. Donc rien que ça, je pense que simplement, si les professionnels de l'action culturelle arrivent à se rendre compte qu'il y a plein de Français différents et qu'il n'y a pas de quoi se crisper sur une norme particulière, ça peut aider. Et ensuite, ne pas être crispé sur le fait que si soi-même, on ne parle pas la langue de l'autre, ce qui, dans le cas où on travaille avec des personnes migrantes, ben, c'est tout le temps le cas, parce que alors il faudrait être d'une compétence linguistique extrême, eh bien, c'est pas grave. Ça ne nous invalide pas non plus. Je pense qu'il y a aussi, dans la culture française, une peur terrible de s'adresser à quelqu'un qui n'a pas la même langue si on ne maîtrise pas parfaitement sa langue. Donc, on est mal barré, quoi, parce que s'il faut maîtriser parfaitement une cinquantaine de langues pour pouvoir travailler avec les gens qu'on croise tous les jours, c'est fichu, quoi. Hein. Alors on s'y met dès l'école. Voilà. Je voudrais juste donner une anecdote très simple d'une collègue enseignante en français langue étrangère qui avait travaillé dans un jardin d'enfants d'Allemagne et où il y avait un gosse qui ne causait pas allemand, qui était venu au jardin d'enfants. Et ses collègues se prenaient la tête et faisaient des réunions et disaient que cet enfant était isolé et qu'il ne savait pas comment faire et tout ça. Et la collègue qui est un peu rustique, j'aime bien ça, moi, s'est contentée de lui dire bonjour en allemand. Et le gamin, il a essayé de répondre. Voilà. Et donc, elle a dit à ses collègues, ben, parlez-lui. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses comme ça qui relèvent. Alors, je ne sais pas, peut-être que côté ethnopsie, vous en savez certainement plus, quoi, hein, mais qui relèvent de ce genre de choses. Et puis, des préjugés qui sont des préjugés sociaux, clairement, diversité linguistique, migration, quartier populaire.
ben, y a des trucs qui s'amalgament, qui sont un peu bizarres et qui ne relèvent pas de la diversité linguistique. Voilà. Donc je voulais juste caler ça, parce que ça me semble important de ne pas avoir une vision pentecôtiste des langues, mais un peu plus... Voilà. Après, ben, je crois qu'après, sur le terrain, tout le monde fabrique et bricole, mais que si très simplement on est intéressé par le fait de dire qu'il y a des patrimoines littéraires et linguistiques dans toutes les langues de tous les gens qu'on fréquente, que ces patrimoines peuvent être des patrimoines écrits ou des patrimoines oraux, et que ça, c'est intéressant, pas seulement pour reconnaître les gens qui sont porteurs de ces patrimoines, pour leur dire « je te reconnais comme quelqu'un d'important », mais c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour tous les autres, parce que ces patrimoines uniques, eh bien, par définition, les autres, ils ne les ont pas. Et donc, on en a besoin, enfin, on en a envie, ou on peut en avoir envie. Voilà. Et je crois que si on part simplement de cette hypothèse-là, après, les questions techniques, elles sont assez faciles à régler. On l'a vu là dans le truc de lecture avec les albums. Bon, une des choses qu'on a développées à la boutique d'écriture, c'est un groupe qui s'appelle les Globes Lecteurs. On s'adresse à qui veut lire des bouquins, hein, des albums à des gosses, qui veut à partir de quelle langue il veut. Donc voilà, ça peut être des parents, pas des parents, des jeunes, des vieux, ce qu'on veut. Hein. Et simplement, on raconte des bouquins aux gosses et on monte des lectures où il y a 5-6 langues dans la même lecture. En montrant des albums, et ça marche très bien, et les gosses suivent, et ils rigolent quand c'est le moment de rigoler, enfin, il n'y a pas de problème. Et ces lectures, on va les donner à l'école, dans des centres de loisirs, en médiathèque, ou dans des événements de quartier. Donc c'est vraiment un dispositif minimal, tout simple. Par contre, ça peut avoir des effets extrêmement intéressants. Par exemple, l'école, qui peut avoir tendance à considérer que la maman qui ne parle pas français, elle est en difficulté, en déficit culturel et tutti quanti. Lorsque cette même maman intervient, en intervenant artistique et culturel, comme ressource culturelle pour l'ensemble de l'école et de la classe, là, il y a un déplacement symbolique qui s'opère. Et ce déplacement symbolique va permettre que des choses circulent qui ne circulaient pas, qui étaient bloquées. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Voilà. Et je crois que c'est avant tout ça, débloquer des trucs et faire circuler. Alors après, dispositif simple, il y a celui-là. Je peux en dire 2 ou 3 rapidement. Un autre dispositif simple, on est parti d'un album qui s'appelle Le Loup Noir, qui est un album sans texte. On l'a fait circuler partout dans les écoles, les centres de loisirs, les gens qui apprenaient le français en FLE chez nous. On avait donné comme consigne qu'il fallait qu'il y ait au moins 2 langues. Et on a demandé à tous les gens d'enregistrer l'histoire qu'ils racontaient en faisant un petit signal quand ils tournaient la page. On a collecté les lectures, on les a mises sur des écouteurs. Et quand on a un événement, ben on met les bouquins Le Loup Noir et les écouteurs. Et tout le monde peut écouter à la fois des histoires qui sont des pures créations, parce que même si on les traduisait, ça ne serait pas les mêmes, vu que c'est un album sans texte, et à la fois des histoires dans toutes les langues. Je crois que c'est vraiment des trucs, mais très, très simples, que n'importe où, à l'école, en médiathèque, dans une association, il n'y a pas de difficulté à... je peux donner un petit exemple rapide. On a un travail avec des parents et des bébés autour des comptines, berceuses, etc., hein. Donc les parents viennent avec leur bébé, chantent les chansons qu'ils ont l'habitude de chanter à leur bébé. Et il y a une musicienne qui est là, qui collecte, ensuite qui recherche on recherche les paroles, machin truc, etc. Et la fois d'après, la musicienne enseigne la chanson à tout le groupe. Et donc pareil, il y a un patrimoine qui est collecté, puis qui est partagé. Ça revient effectivement à cet enjeu de la transmission
et de l'intergénérationnel qui était évoqué lors des ateliers. Domitille, est-ce que tu confirmes bien, enfin, je pense que dans les exemples que tu peux mettre en œuvre aussi au quotidien, tu constates aussi ces mêmes enjeux de simplicité et d'un recours pas forcément à la technologie, ou en tout cas à un certain type de technologie. Oui, c'est ça. Juste peut-être avant, un petit mot sur notre angle d'attaque chez Fab Lab. On s'adresse aux adultes, nous, prioritairement. Donc, de fait, on va aussi avoir des actions en direct avec des familles, mais notre regard, il se dirige vers les adultes. En fait, quand on a créé l'association, on a regardé ce qui se faisait. On a vu qu'il y avait énormément de choses qui étaient faites pour les enfants, pour les adolescents. Et on s'est dit, on va peut-être prendre l'étape suivante, en fait, et les personnes qui encadrent aussi ces enfants. Et je voulais aussi revenir sur cette question du plurilinguisme. Vous disiez qu'on ne peut pas maîtriser parfaitement 50 langues, mais aussi il y a des personnes qui ont du mal à se reconnaître elles-mêmes comme plurilingues parce que justement, il y a une espèce de fantasme en France que être plurilingue, c'est maîtriser parfaitement les langues à l'oral, à l'écrit, dans toutes les circonstances. Et en fait, pour nous, je vous vois hocher la tête, c'est pas ça le plurilinguisme, c'est plutôt l'art d'utiliser les langues en complémentarité en fonction des personnes, des lieux de vie, de ses moments de vie. Enfin, voilà, c'est cette capacité à se saisir du contexte pour savoir quelle langue je vais utiliser et l'oral ou l'écrit suit derrière aussi, évidemment. Et donc nous, nos actions de terrain, oui, on rejoint sur le besoin de simplicité pour que tout le monde s'en serve. Et nous, en plus, donc, tu disais, Julien, on est un laboratoire d'expérimentation. Donc nous, on a vocation à expérimenter, tester des solutions et puis derrière les mettre en commun, les donner sous forme de ressources. On met tout en libre sur nos sites. Je voulais vous parler de 2 solutions. La première, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est de créer des espaces de traduction, proposer aux gens de les remettre au centre leurs compétences linguistiques et pour venir traduire avec nous. Je veux bien qu'on mette le PowerPoint, s'il vous plaît. Je pense que ça peut être intéressant. On a créé au tout début de l'association des imagiers pour adultes parce qu'en fait, l'idée, c'était de dire qu'il n'y a pas d'outils pour aider les adultes à apprendre du vocabulaire. Et donc, en fait, parfois, on va leur donner des livres pour enfants. On trouvait ça vraiment dommage. Et donc, on a créé des imagiers. C'est un principe assez simple. Vous voyez, une image, un mot, et on a des transcriptions phonétiques en international et simplifiées. Et puis maintenant, on a de plus en plus des imagiers bilingues. Là où c'est vraiment intéressant, je pense, c'est plutôt notre démarche de comment est-ce qu'on fait ces imagiers. Ces imagiers, ils sont thématiques. Ça veut dire qu'on va choisir un thème. Et on va choisir 100 mots autour de ce thème et on va ensuite illustrer. Et ce qui est important, c'est que ces 100 mots et ces illustrations, on va les faire en commun. C'est-à-dire qu'on va le faire avec des personnes qui pourraient être des utilisateurs de cet imagier. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'apprendre à parler français, mais aussi toutes les personnes qui sont expertes du sujet qu'on va choisir. Par exemple, on a 2 imagiers autour de la santé. Et donc là, on est allé interroger des médecins, des infirmiers, des infirmières, enfin voilà, des personnes qui sont un peu expertes. Et aussi toute personne qui peut être intéressée par le sujet. Donc on choisit les mots et puis on organise un grand événement, un marathon sans mots et on propose à tout le monde de venir illustrer. Et donc il y a des professionnels qui viennent faire des dessins et puis il y a des gens qui n'ont pas touché un stylo depuis qu'ils sont sortis de l'école et parfois ils sont sortis tôt de l'école et puis il y a tout le milieu. Et en fait ça va donner des imagiers avec des pattes très différentes. Et l'enjeu c'est déjà on va avoir une première traduction à travers ces illustrations. Et en parallèle, en fait, on collectait aussi des traductions de ces langues. On a même développé un outil qui s'appelle Iota sur lequel on collecte les traductions. Et voilà, l'enjeu, c'était aussi de créer ce patrimoine immatériel commun en rassemblant toutes les langues parlées par les gens. Et on le fait à l'écrit et à l'oral. Et donc, on organise des marathons de traduction maintenant. On l'a fait, par exemple, en décembre sur 5 pays avec un collectif qui s'appelle IDEMI, qui a pour objectif de valoriser les langues africaines sur Internet, parce que c'est leur manière d'exister. Parce que si elles n'existent pas sur Internet, elles n'existent pas. Et elles sont en danger. Et en fait, c'est extraordinaire de rassembler des gens dans une salle et de leur dire « Ok, on va traduire des mots ». Ça peut paraître simple de traduire un mot, donc ça ne l'est pas. Et en même temps, c'est assez naturel aussi. Les gens le font de manière assez naturelle. Et ce qui est super, c'est de voir comment les gens ils ont des rapports assez différents à leur langue. Il y a des personnes, ils vont assez facilement créer de nouveaux mots dans leur langue parce qu'ils ne vont pas trouver le bon mot, donc ils vont en créer une nouvelle. Moi, en tant que Française, ça me donne des palpitations, mais voilà, justement, on apprend ça et se dire on peut faire les choses différemment et c'est assez essentiel. Et puis, en fait, c'est toujours aussi intéressant les communications qu'ils peuvent avoir. Donc, vous mettez 2 arabophones ou 2 hispanophones dans une salle, forcément, ils ont des choses à se dire, mais en même temps, même si les langues ne sont pas communes, on a toujours des choses à se dire. Et il y a aussi l'enjeu de toutes les langues que les gens parlent mais n'écrivent pas. Je me souviens par exemple d'une personne qui parlait soninké. Elle ne savait pas l'écrire et de toute façon ça ne s'écrit pas, c'est pas forcément une langue écrite, même s'il y a eu des propositions sur comment la transcrire. Et donc
comment est-ce qu'elles pouvaient participer à l'atelier. Et donc, ils se sont mis à plusieurs pour réfléchir à des solutions. Et voilà, nous, ce qu'on propose vraiment, c'est de créer ces espaces. Voilà, on va réfléchir ensemble sur les langues. Et on arrive avec, tout le monde devient expert parce qu'on est expert de toutes les langues dans lesquelles on est plurilingue. Merci beaucoup. En fait, ça renvoie effectivement à cette dimension d'humilité, c'est-à-dire ce que vous avez chacun et chacune évoqué, c'est-à-dire être conscient de ce qu'est une langue aussi et de notre capacité à la parler ou ne pas réussir à la parler, mais ça n'est pas grave. Il faut être humble dans son rapport aux autres et aux langues. Et finalement, enfin, ce que tu disais à l'instant, Domitille, ça me faisait penser aussi à ce que vous évoquiez à Malini au tout début, c'est-à-dire le côté, plutôt ce que vous essayez de faire, ce que vous réussissez sans doute à faire au Centre Babel, c'est-à-dire comment on associe aussi différentes générations, comment on arrive à mettre finalement à la fois différentes générations sur cette thématique-là, avec en plus des professionnels dont, a priori, ce n'est pas le métier de maîtriser des langues, a priori, et tout est dans le a priori. Mais en gros, comment on arrive au sein d'une structure comme un établissement de santé, comment on arrive à créer une dynamique autour de la langue dans la prise en charge des personnes, en plus avec des contextes familiaux qui peuvent être très variés. C'est essentiel parce que nous, par exemple, moi, psychologue, je travaille avec la parole. C'est hyper important. Et comme on l'a dit, la traduction, on ne peut pas, par exemple, souvent on me dit, il y a Google Trad. Moi, j'ai eu des médecins qui m'ont dit, j'utilise Google Trad. Non, en fait, on ne peut pas soigner des gens en ayant des choses approximatives et pas claires. Nous, on travaille énormément avec des interprètes. Tout à l'heure, on parlait de médiation. Alors nous, la médiation, on travaille avec des interprètes médiateurs qui nous aident non seulement pour la question de la langue, évidemment, pour que les familles s'expriment et qu'on puisse les comprendre. On passe d'une langue à l'autre facilement. Et c'est vraiment une richesse. Au-delà de ça, c'est aussi les aspects culturels, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se traduire. Et les mots ne suffisent pas. Donc, on a besoin d'expliciter, on a besoin de comprendre. Je vous donne un exemple, comme on est là sur les livres, le conte du corbeau et du renard. C'est un conte, chez moi, au Sri Lanka, un renard n'est pas plus rusé qu'un autre animal. C'est-à-dire, moi, quand je raconte le renard, ma mère, elle me regarde, elle me dit, mais c'est quoi le renard? Pourquoi le renard serait plus intelligent qu'un autre animal? Ou le fromage. Le fromage, c'est pas du tout transculturel. Au-delà de la question de la langue, c'est pas une question de traduction, mais c'est comment ces contes peuvent aussi voyager en prenant en compte les aspects culturels. Et donc, le corbeau et le renard, ça existe chez moi, mais c'est la grand-mère, c'est pas le renard. C'est une grand-mère qui fait pas du fromage, évidemment, mais qui fait des galettes, des beignets typiques de chez moi. Et là, c'est la même histoire, dans le sens où c'est la même morale, et c'est voilà. Mais on adapte culturellement les images et le contenu. Donc la clinique transculturelle, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est pas juste écouter les langues, même si c'est très important, mais c'est aussi d'aller comprendre au-delà des mots ce qu'il peut y avoir derrière. Nous, on travaille par exemple avec la dépression, ça veut rien dire. Ça veut rien dire le mot dépression et c'est intraduisible. Donc comment on va pouvoir le traduire dans d'autres langues? Et donc ça va être tout un jeu, comme vous l'avez dit. Parfois l'interprète va dire moi je dirais comme ça et les parents diront ah non, ça c'est pas exact. Et puis on va chercher ensemble. Et ça fait qu'on est dans le soin là, parce qu'on est en train de chercher. Et puis, vous parliez de génération, c'est la traduction. On a cette idée, moi je l'ai fait plusieurs fois, hein. Moi en tant que psychologue, ça m'arrive très souvent de traduire. On me dit, tu vas traduire pour la maman qui ne parle pas français. Et je me rends compte que la personne pour qui je traduis le plus, ce n'est pas la maman, c'est pour l'adolescente qui est à côté, qui comprend la langue, mais qui ne la parle pas ou qui ne la comprend pas suffisamment pour comprendre les subtilités qu'il y a derrière. Et quand je traduis, elle me dit, ah mais c'est ça que maman voulait me dire. Ben oui, et en fait, ce n'est pas seulement pour les personnes, c'est aussi pour l'ensemble de la famille. Et travailler avec des interprètes, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, quand on travaille autour des livres ou des contes, on travaille avec des personnes qui sont capables de passer d'un monde à l'autre et de pouvoir valoriser ça, c'est quelque chose d'important. Je voulais aussi dire un autre point qu'on a développé, c'est que souvent, on a des orientations dans le soin en disant cet enfant, il ne parle pas français et donc il n'y arrive pas. Donc, il a des troubles du langage, il faut prendre rendez-vous chez l'orthophoniste parce qu'il ne parle pas français, très souvent. Et donc, nous, on a
On a énormément travaillé sur la valorisation des langues et on a créé un outil qui s'appelle l'ELAL d'Avicenne, qui est un outil de valorisation de la langue maternelle. Et donc, on évalue l'enfant dans sa langue maternelle. Et je vous assure que vraiment, moi, sur tous les enfants que j'ai rencontrés, plus de 70% n'ont pas de troubles du langage. C'est juste qu'on ne prend pas en compte cette première langue. Et quand je vois qu'ils parlent en soninké, par exemple, ils parlent super bien, très à l'aise. Et quand je fais, je dis, mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller vers le son. Et puis, le nombre d'orthophonistes qui disent, mais ça fait des années, on travaille, on n'y arrive pas, parce que le problème, il n'est pas situé au niveau de la langue, il est vraiment situé dans le passage d'un monde à l'autre, comment on peut être plurilingue, comment on peut avoir... C'est vraiment sur ces représentations-là qu'on va travailler. Et donc, quand on parle de traduction, on parle de la traduction des langues, mais on parle aussi des traductions des mondes. L'école, c'est quoi l'école ? Selon les cultures, ça peut être très différent, les attentes qu'on peut y avoir. Et même, d'ailleurs, même en France, on peut avoir pas besoin d'appartenir à plusieurs cultures pour avoir des représentations différentes. Et c'est pareil, le soin. Moi, très souvent, quand j'interviens à l'hôpital, je passe beaucoup de temps à traduire la culture médicale, la langue médicale, qui est très compliquée à comprendre. Et donc, souvent, on se dit, il a compris le patient, et pas du tout, au-delà de la langue. Donc, voilà, c'est vraiment ce travail-là, la clinique transculturelle, c'est de permettre vraiment de s'accorder entre les différentes... Et d'ailleurs, on fait beaucoup de médiation à l'hôpital, à l'école, à l'aide sociale à l'enfance, etc. Mais je reviens à cette dimension d'arriver à associer aussi des professionnels dont ce n'est pas le métier. C'est-à-dire que là, ce que vous indiquez, c'est d'une part, le soin, c'est déjà s'inscrire dans un temps long. Habituer des professionnels dont ce n'est pas le métier premier d'envisager tel aspect disons, de bagage culturel des personnes auxquelles on se dédie, ça n'est pas évident. Et donc, c'est l'intérêt aussi de ce travail-là, c'est vraiment d'arriver à le faire dans la durée et pour fonctionner avec un travail qui pourrait s'inscrire vraiment par capillarité, en tout cas à l'échelle d'un établissement, puis d'un quartier, etc. Est-ce que vous avez eu le sentiment que vous avez fait la bascule justement de ce point de vue-là au Centre Babel? Est-ce que vous êtes vraiment bien identifié au sein de toutes les équipes de l'hôpital Cochin ou d'ailleurs pour arriver justement à entreprendre ce genre de choses, à sensibiliser les personnels? Je sais que vous proposez des formations également. Donc, est-ce que vous voyez qu'il y a une culture professionnelle aussi qui évolue? Je dirais qu'on n'est jamais assez... c'est une question qui reste... La preuve, vous le disiez tout à l'heure, moi souvent on me dit, mais c'est ma chef de service qui est Marie-Rose Moreau, elle me dit à chaque fois, mais c'est plus à démontrer que le plurilinguisme est une richesse. Je lui dis oui, mais malheureusement, on le dit, quand les parents, il y en a qui viennent me dire, mais en fait on m'a dit de ne pas parler ma langue à mon enfant. Et moi j'ai eu des institutions qui m'ont dit, mais à l'école ils ont dit à l'enfant de ne pas parler, par exemple l'arabe. Donc moi je suis, je sais pas, neuropsychologue. Comment je vais contredire ce que l'école a dit? Et à un moment, je dis, mais oui, mais on ne peut pas non plus... ça, c'est grave, en fait, de porter des paroles comme ça, où on peut dire aux parents, ne parlez pas votre langue. En tout cas, dans le soin, c'est pas possible. Et donc, c'est presque devenu un acte, j'ai envie de dire, militant. On doit presque se battre contre la société, en disant, mais non, c'est important de parler votre langue. Donc, c'est des choses... Et ça commence à bouger, évidemment, ça commence à bouger. Donc là, nous, on a énormément D'ailleurs, ça a doublé les demandes de formation en clinique transculturelle et dans différents lieux, comme je le disais, à l'école, dans le soin, dans différents lieux. Et donc, les professionnels s'intéressent de plus en plus. Mais en même temps, ils n'ont pas le choix parce que ils se retrouvent, et comme on l'a dit, ils se retrouvent avec des enfants qui parlent plusieurs langues, des adultes qui ont une autre culture, qui ont d'autres cultures, et du coup, ils ont besoin d'avoir cette formation. Christine, je voulais vous donner la parole parce que finalement, j'allais vous demander aussi de réfléchir avec Dominique au séminaire Baby de Babel, mais peut-être que vous avez d'ores et déjà une série de remarques par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. Oui, j'ai plusieurs remarques. Je pense que ce qu'on a déjà dit toutes ici, c'est qu'il est important de voir le multilinguisme dans la société comme normalisé. Il faut qu'il y ait ce processus de normalisation. On est un pays multilingue et dès qu'on sort dans la rue, et même au sein de notre
journée aujourd'hui, hein, on pourrait échanger dans plein de langues différentes. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, vous avez parlé d'humilité, je crois. Alors le terme qu'on utilise dans l'association du Lala, c'est un terme qu'on a repris du philosophe Ricoeur, l'hospitalité langagière. Et je pense qu'on parle aussi toutes, hein, de cette notion que j'aime bien. Moi, j'aime aussi beaucoup citer Tommy Ungerer, qui dit « Je n'ai pas de langue maternelle, je n'ai que des langues fraternelles », ce qui permet de remettre en question aussi la notion de langue maternelle. Et puis, par rapport à ce que vous venez de dire aussi, on ne peut pas blâmer les enseignants qui ont encore très peu de formation. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, beaucoup d'enseignants se retrouvent avec 10, 15 langues différentes dans leur classe, bien évidemment qu'ils ne parlent pas, et qui, ces langues les mettent dans une espèce d'insécurité. Donc, il y a un très grand besoin de formation. Et c'est pour ça que du Lala organise une université d'été depuis environ 5 ans. Donc, la prochaine sera le 8 et le 9 juillet à l'INALCO, Paris dans le 13e. Et le titre de l'université, c'est « Les pédagogies du plurilinguisme ». Hein. Et ça s'adresse aux enseignants, mais aussi aux orthophonistes, aux personnes qui sont dans le soin, et au personnel de crèche, aux médiathèques, etc. Voilà. Une autre idée qui m'est venue, c'est l'interdit linguistique. Hélas, hein, lorsqu'on dit à des parents d'arrêter de parler leur langue à leur enfant pour que l'enfant apprenne mieux le français, bah ça c'est en contradiction avec 50 ans de recherche sur l'acquisition d'une langue comme toute acquisition chez l'enfant, s'appuie sur ce qui a été acquis avant, dès la naissance, dès le bébé. Donc on ne peut pas, ça c'est vraiment quelque chose... et j'ai même été témoin d'interdits linguistiques en médiathèque, par exemple. Hein. Donc ça, il faut se débarrasser de cet interdit linguistique. Et puis, l'autre notion qui en découle, bah, c'est l'insécurité linguistique. Quand un enfant ne peut pas parler la langue familiale, à l'école, par exemple, quand il arrive à l'école maternelle, à l'âge de 3 ans, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il devient silencieux, cet enfant. Et c'est pas l'enfant, alors c'est un terme que j'aime pas du tout, qu'il faut barrer, hein, comme allophone, c'est l'enfant mutique à l'école. Alors, il n'y a pas d'enfant mutique à l'école, c'est l'école qui rend les enfants mutiques en leur interdisant de s'exprimer avec les moyens linguistiques dont ils disposent quand ils arrivent à l'école. Et ce silence, hein, lorsqu'on interdit à l'enfant d'utiliser sa langue, eh bien, ça le rend silencieux et ça le met dans une insécurité linguistique. Alors ça, il faut vraiment lutter contre ça dans tous les dispositifs dans lesquels les enfants se trouvent, c'est qu'ils ne soient pas dans cette impossibilité de s'exprimer au travers du langage, parce que ça a un impact très fort sur l'apprentissage de la lecture également, et ensuite sur tout le développement cognitif, sur la vie. Je vais aller à l'encontre de ce que j'avais dit, je suis désolé Dominique, mais parce que ce que je vous propose, c'est que je vais repartir de ce côté-là pour donner la parole de ce côté-là, parce que l'idée, ça serait plutôt de finir avec toi, Dominique, puisque tu voulais proposer aussi un temps de lecture. Si c'est possible, on va essayer de prendre ce temps-là, mais comme le temps file également, c'était plus pour je sais que voilà, il y avait 2-3 remarques que tu voulais faire. Vas-y. Très rapidement, 2 ou 3 choses. D'une part, tout à l'heure, au début, tu introduisais la question de la dimension artistique. Et je crois que c'est une question qui est très importante parce que c'est une question qui permet d'approcher les langues comme des lieux de subjectivité aussi, et donc pas comme des espèces d'objets techniques ou de codes, voilà, hein, mais comme des lieux de parole, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un derrière, il y a toujours une émotion, il y a toujours un désir, voilà. Là-dessus, je voulais très vite dire que c'est très important aussi, je crois, aujourd'hui, quand on parle de lecture, de parler d'écriture. On ne peut pas dissocier la lecture de l'écriture. Et quelqu'un qui est en train d'apprendre le français, c'est important de lui proposer des ateliers d'écriture. Des ateliers d'écriture dans lesquels il va pouvoir aussi informer la langue française avec ce qui vient de sa langue. Je vais donner un exemple tout simple. On a un atelier d'écriture pour apprendre la langue française à la boutique. Les textes, on les rend aux gens en 3 colonnes. Une colonne, c'est stricto sensu ce qu'ils ont écrit. Une colonne, c'est du français normé. Et la colonne médiane, c'est du français possible.
c'est-à-dire ce qu'autorise la langue française, même si ce n'est pas usuel. Et je voudrais donner juste un petit exemple. Une dame qui avait écrit « Le dimanche, j'ensemble la famille ». J'ensemble la famille, ce n'est pas usuel en français. Par contre, c'est tout à fait recevable. Comme licence poétique, la langue française peut parfaitement accepter ça. Et je crois que c'est très, très important de pouvoir passer par ces dimensions-là, parce que changer de langue, c'est aussi changer de métaphore, changer un certain nombre de choses dans la perception du monde, et que si on ne travaille pas ça ensemble, ce passage d'une métaphore à l'autre, et ça joue beaucoup sur les structures grammaticales aussi, pas seulement sur le lexique. Voilà. Et la deuxième chose, encore deux choses très vite, je crois qu'un outil très bien, on parlait de la formation des professionnels qui ne sont pas du tout spécialistes des langues, c'est tout ce qui est biographie langagière. Ça, c'est assez simple. Sur une journée, 2 journées, on peut faire travailler les gens en les amenant à parler de toutes les langues qu'ils ont rencontrées dans leur vie, des affects qui sont reliés, de leur histoire avec ces langues, etc. Ce n'est pas nécessairement des formations lourdes, mais une journée de biographie langagière bien menée, ça décoince plein de trucs. Voilà. Et dernière chose, quand même, on est dans une table ronde sur la lecture. Je voudrais quand même attirer l'attention sur les difficultés à trouver des livres dans une diversité linguistique suffisante. Effectivement, en médiathèque, on va en trouver en anglais, en espagnol, mais ça va être difficile. Et je crois qu'il y a un gros effort à faire là, d'acquisition de fonds plurilingues et qui doit être soutenu aussi par des politiques publiques. Merci beaucoup, Lynn. Effectivement, ça a été évoqué dans les ateliers. Il y a de toute façon énormément de questions qui se posent sur l'offre éditoriale. Et c'est juste de le rappeler. J'ai bien vu, Christine, que vous m'avez fait un signe. Je voulais juste donner la parole un tout petit peu avant à Domitil, juste en fait sur des considérations de contexte d'intervention. Quels sont tes partenaires? Parce que c'est une chose de vouloir faire un certain nombre en tout cas d'aller vers ou d'accueillir. Encore faut-il avoir la pleine mesure aussi de la compréhension d'un certain nombre d'éléments et de contextes. Et donc l'action dans la durée aussi, pour reprendre cette idée, c'est accepter aussi d'apprendre au contact d'autres partenaires. Et il s'agit bien de faire alliance tout au long de la journée et tout au long de l'année. Et comment tu arrives justement, enfin, quelles sont tes relations, comment tu arrives à mener cet aspect-là de la question dans les actions que vous arrivez à mettre en place? Sur le travail partenarial ? Alors déjà, avec qui on travaille avec une multitude, une multitude d'acteurs. Centralement, je dirais les centres sociaux, les cours de français langue étrangère, les médiathèques et les bibliothèques. Je pense que c'est un peu central. Et puis sur certains projets, on va avoir des projets sur la santé, on va travailler avec des hôpitaux, des associations de santé. On a d'autres sur le numérique, on va travailler avec des acteurs de médiation sociale. Comment est-ce qu'on... Nous, en fait, on arrive... On travaille beaucoup par recherche-action, donc on va avoir des projets qui se déploient dans le temps, donc on va avoir le temps de tisser des partenariats un peu longs avec les personnes. Donc déjà, ça nous permet d'apprendre les uns des autres, parce que comme on est dans une perspective de construction d'outils, de démarches, on a besoin de se connaître pour comprendre quels sont les besoins, en tout cas liés à cette médiation linguistique ou cette médiation littéraire, et après pouvoir transmettre. Donc ça se construit dans le temps. Et je pense que ce qui est assez central, c'est que, vraiment ce que je disais tout à l'heure, on essaye vraiment toujours de travailler avec les personnes en les mettant en personnes ressources, compétentes, expertes. Enfin, je sais que dans le soin, par exemple, on parle beaucoup de patients experts, mais nous, ils ont une expertise linguistique. Et par exemple, sur le lien avec la lecture, on les fait experts dans dans l'accès à la langue. Un exemple, c'est qu'on fait des itinéraires littéraires dans la ville, c'est-à-dire qu'on fait des sortes de jeux de pistes à la découverte d'une histoire en allant de cache en cache pour découvrir une histoire. Et quand on fait tout le parcours, on a lu toute une histoire qui a été écrite spécialement pour ce parcours. Et on s'est rendu compte que nos histoires, on les pensait le plus large possible pour qu'elles parlent à des publics adultes ou de familles, mais que forcément, pour les gens qui étaient en train d'apprendre à parler français, c'était un peu compliqué. Et donc, on a simplement travaillé avec l'auteur de l'histoire et un groupe de personnes qui étaient en cours de français langue étrangère pour adapter l'histoire pour qu'elle soit compréhensible. Donc en fait, ils ont simplement travaillé sur des guides de lecture
et un lexique simplifié, en français simplifié, avec la place pour traduire. Donc vraiment cette idée de tisser des partenariats à long terme et de penser à qui on veut s'adresser et les mettre au centre en personnes compétentes. Merci beaucoup. Juste avant donc, de donner la parole à Dominique, Christine, vous vouliez dire quelque chose? En une seconde, je voulais dire que l'offre de livres de jeunesse, d'enfance et de jeunesse, bilingues, multilingues, traduites, etc., est de plus en plus riche quand on sait où chercher. Donc, je peux faire parvenir à l'Alliance et à vous-même cette liste, puisque je travaille sur ces questions de littérature de jeunesse multilingue. Ça, quand même, ça s'enrichit beaucoup. Il y a de plus en plus de choses disponibles, vraiment. Et très intéressantes et de belles choses. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est aussi d'infirmer certaines constatations et qui peuvent ne pas du tout... après, tout dépend de savoir de quelle langue il s'agit également, mais en tout cas, c'est important de le dire et d'avoir un certain nombre de ressources. Dominique, je t'en prie. Je ne vais pas lire. En fait, je vais juste insister peut-être sur deux choses. C'est que les bébés nous apprennent beaucoup de choses quand on leur parle. Et d'abord, ils nous apprennent qu'on n'apprend pas à parler à un bébé. On lui parle, on parle autour de lui et le bébé va élaborer sa langue. Et ça nous donne aussi à entendre quelque chose de ce qui peut se passer quand on ne parle pas la même langue. Nous, on dit à l'agence que les albums, c'est au cœur de nos actions et de nos recherches. Parce qu'on s'est rendu compte que de toute façon, un album, il est bilingue, puisqu'il raconte avec des mots articulés et il raconte avec des images. Les images, on ne les lit pas tous de la même façon, ils n'ont pas la même représentation selon nos cultures, mais l'image, on la lit. Et on la lit dès qu'on est bébé. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on lit avec les bébés. Pour revenir aussi sur ce que vous disiez sur pourquoi c'est pas encore admis qu'on a besoin de dire que c'est une richesse, même dans mon métier d'orthophoniste, il n'y a pas les mêmes visions selon la façon dont on exerce le métier. Moi, je dis toujours, j'ai exercé le métier d'orthophoniste thérapeute du langage et de la communication. Et je dis, c'est pas pour faire ma maline que je rajoute thérapeute du langage et de la communication. C'est parce que en ayant eu mes études et en ayant commencé à travailler, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'on ne considérait pas la question de la langue comme constituant l'enfant. Et moi, j'ai travaillé essentiellement avec des enfants, alors franco-français, mais qui n'accédaient pas à la langue. Et c'est parce que je me suis rendu compte que ces enfants-là, on leur demandait d'apprendre à lire et à écrire, alors qu'ils n'avaient pas bien compris à quoi ça servait même de lire et d'écrire et de rien. Ils ne savaient pas, ils étaient perdus. Voilà. Et qu'avec cette littérature que j'ai commencé à lire à voix haute, mais pareil, hein, on agit comme on cherche, en fait. Et ben, je me suis rendu compte que même ceux qui étaient très éloignés de tout et de la relation, ils écoutaient, nourris par tous les pores, comme si ça tombait et que ça les nourrissait. Voilà. Et que, donc voilà, tout ça pour dire, moi je pense, je fais cette hypothèse, quand on est vieux, on peut faire des hypothèses. Quand on est bébé, on est d'abord lecteur. C'est-à-dire qu'on lit d'abord le monde et on observe ce qui se passe autour de nous. Et que c'est parce qu'on est dans cette lecture du monde et que ça, on en a besoin quand on est bébé pour assurer notre survie. Voilà, parce que si on ne tisse pas les liens aux autres, on est totalement dépendant pendant plein d'années de nos vies. Hein. Ça laisse des traces. Voilà. Et si on n'est pas attentif à ce que dit le bébé et nous à ce qu'on lui dit, on ne va pas permettre de tisser ce lien. Donc, nous venons au monde, nous sommes lecteurs du monde. Et la langue oralisée, je pense qu'elle vient après et que ça se développe. Et c'est pour ça que je vous suis. Lecture, écriture, parler, tout ça s'est mêlé et ça se développe de façon tissée. Et on ne peut pas faire des cloisonnements ni hiérarchiques, ni installés dans le temps. Moi, on m'a appris, quand j'ai fait mes études, que d'abord, on parlait et après, on apprenait à lire. Moi, je pense que d'abord, on lit. Et en même temps, on développe notre lien
à tout ce qui nous permet de dire quelque chose. Et toute une partie de nous demeure indicible. Je ne sais pas comment enchaîner sur cette belle parole. C'est très délicat. Plusieurs possibilités. Je pourrais faire mon malin, mais je ne sais pas si c'est adapté. Je voulais juste te dire que en fait, la lecture d'images, ça dépend aussi du support de lecture. Il y a certains codes propres à l'album qu'on retrouve pas nécessairement sur d'autres types de supports, et que donc c'est aussi, je reprends le terme d'humilité, qui n'est pas le bon. Mais pour dire, voilà, il faut aussi accepter en tant qu'adulte de se mettre au niveau aussi, de se mettre à la hauteur des différents travaux que des tas de gens fabuleux, les artistes en l'occurrence, ont conçu et ont projeté avec le concours de professionnels aux multiples compétences. Donc voilà, c'était pour essayer de dire quelque chose d'intelligent. Je ne sais pas, Dominique, tu me diras. Merci beaucoup. Nous arrivons pas loin de la fin de la table ronde si on tient les horaires. Je voulais quand même vous laisser la possibilité de poser quelques questions dans la salle ou via les réseaux si certaines questions ont apparu. Sinon, on continue. C'est pas un problème. Sinon, Lynn a quelque chose aussi. Ça peut peut-être provoquer une question d'ailleurs. Lynn, je t'en prie. Je sais qu'il me semblait que dans les attendus de la table ronde, il y avait aussi l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en termes de politique publique. Et je crois que vraiment, cette question du plurilinguisme, c'est une question qui est particulièrement absente. Que ce soit dans la politique de la ville, la question du plurilinguisme, elle n'est pas très présente. Quand on a du bol, le français langue étrangère est présent, et encore quand on a du bol. En DRAC, c'est tout petit, enfin, c'est très peu porté quand même, cette question de la diversité linguistique. En général, dans les dispositifs culturels, c'est peu porté aussi. Donc, je ne sais pas comment, je n'ai pas de suggestion très concrète à faire, mais j'ai un vœu, ce serait que les différentes politiques publiques, politiques culturelles, politiques d'éducation, politiques de formation, prennent en compte cette question de la diversité linguistique comme un impératif historique. Mais je pense qu'en fait, c'est juste je reprends le terme juste, c'est effectivement important de souligner ça. Après, ça fait partie des propositions qui ont été élaborées aussi lors des ateliers régionaux, dans le sens où, pour faire le lien avec l'éducation artistique et culturelle, sans doute que des dispositifs existent et pourraient être mis à contribution pour aller sur le terrain des langues. Et sans doute le sont-ils déjà. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement une évidence dès lors qu'en plus, le champ de l'éducation artistique et culturelle se déroule en bonne part, mais pas que, à l'école. Et donc c'est vrai qu'il y a ce lien peut-être à approfondir entre les politiques publiques telles qu'elles existent et telles qu'elles permettent déjà de faire un certain nombre de choses et notre capacité aussi à nous de les mobiliser pour aller sur le terrain du plurilinguisme. Et puis je repense quand même à la structure, une structure territoriale à déterminer en fonction des territoires, en fonction de l'existant ou des besoins, mais d'avoir comme ça ce centre de ressources. Je trouve que c'est... Enfin, encore une fois, peut-être que ça existe déjà, peut-être qu'il y a des projets pilotes, peut-être que c'est beaucoup plus répandu que l'impression que j'en ai, mais je trouve que c'est vraiment essentiel à un moment où on est tous aussi en recherche d'orientation, de bibliographie, d'éléments qui nous permettent d'approfondir aussi nos propres réflexions et d'affiner nos pratiques. Mais là, je vous voyais hocher la tête, Christine, sans doute que c'est déjà peut-être en cours, en fait. Par exemple, il y a la Maison des langues à Aubervilliers. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un centre de ressources sur le plurilinguisme. Et donc là, il y a beaucoup de choses. C'est un projet assez récent, mais ça me semble être une très bonne idée pour faire vivre les langues au sein d'une communauté, d'une ville, par exemple. Hein. Voilà, ça c'est un exemple. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà.
Peut-être qu'au-delà de faire vivre les langues, on voit bien que c'est une question éminemment politique, cette question de la place des langues. Et je crois que c'est peut-être là qu'est notre difficulté. Ce n'est pas seulement quelque chose qui s'inscrit dans notre champ de la culture ou même que de la lecture. C'est quelque chose qui rejoint l'ensemble de la question de la société et du fonctionnement de la société. Et c'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas avoir de solution. Voilà, on voit bien comment chacun de nous, on invente, on bricole et on est créatif dans ces champs-là. Et moi, je dirais que ce qu'on peut avoir comme vœu, c'est qu'on continue d'être créatif et c'est ça qui nourrit notre réflexion. Et un petit point sur la question de la formation. On a peut-être on devrait réfléchir à ce qu'on appelle formation, parce que souvent, on a chacun des formations différentes et c'est dans des groupes interdisciplinaires qu'on se forme le mieux, sauf que ça ne rentre pas réellement dans les cadres de ce qu'on appelle la formation. Or, tous ces groupes interdisciplinaires où on crée même ensemble des choses, on apprend beaucoup de choses, voilà. Et moi, je pense qu'on a aussi quelque chose à réfléchir sur qu'est-ce qu'on appelle formation. Est-ce que c'est que les choses qui sont diplômantes? Mais non, on a aussi des champs de travail. Je pense que dans le séminaire Babil Babel, on a appris beaucoup de choses. C'était des espaces de formation interdisciplinaire et ne serait-ce que d'ajustement des mots employés par chacun. Voilà. Et ça, on a du mal à le faire valoir comme étant des espaces de formation, de toute façon. Du coup, est-ce que des questions ont émergé dans la salle? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette discussion. Je voulais en fait vous poser la question par rapport à la langue française elle-même. J'ai vécu en fait 12 ans au Canada anglophone, à Toronto. Et là-bas, en fait, une personne sur deux n'est pas née en fin de compte au Canada. Donc, il y a voilà, tout le monde est assez décomplexé par rapport à son anglais. Tout le monde a un accent. On peut faire des fautes. C'est pas bien grave. On continue à parler. Et du coup, toutes les langues, d'ailleurs, qui sont parlées autres que l'anglais, sont quand même plus ou moins bien les bienvenus, quoi. Enfin, il y a beaucoup moins en fait de positionnement comme ici où la langue française est tellement sacralisée, je trouve que on a presque peur en fait de faire une faute, etc. Du coup, ça crispe et on n'ose plus, on n'ose plus parler parce qu'on a peur de faire une faute, etc. Quand on veut écrire, on utilise le passé simple. Enfin, c'est pas possible. Enfin bon, bref, il y a plein de barrières, je trouve, alors que une langue, c'est une langue dans les pays comme en Suisse ou je sais pas, en Hollande, on parle beaucoup plus facilement d'autres langues. Et puis les autres langues, il me semble, sont plus les bienvenues. En tout cas, à Toronto, c'était comme ça. Chaque langue, en tout cas, était valorisée autant qu'une autre, il me semble. Mais voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Effectivement, j'entendais Christine dire que c'était l'insécurité langagière. En fait, c'est intéressant, l'insécurité langagière, parce que c'est pas seulement les plurilingues qui en souffrent, mais nous aussi, en tant que monolingue, on a toujours son bled pas trop loin ou son gréviste pas trop loin de son bureau, parce qu'on a toujours peur de faire des erreurs, etc. C'est ça, l'insécurité linguistique. Et c'est grave parce que ça nous empêche de communiquer et de parler et en fait d'agir. Parce que le langage, ça sert à agir. Et quand on est en insécurité linguistique, on ne s'exprime pas et du coup, on n'agit pas sur le monde dans lequel on vit. Donc c'est vrai, mais quand on pense qu'en 92 a été ajouté un amendement à la Constitution, la langue de la République, c'est le français. C'est ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas avoir, par exemple, des programmes dans le public, en tout cas, d'enseignement bilingue. Vous avez sans doute entendu parler de la polémique autour de la loi Molac, des programmes d'immersion où les enfants apprennent tout en breton, disons au début, et puis 10% en français, puis petit à petit de plus en plus en français. C'est incroyable que la langue bretonne puisse faire peur à la langue française, qui n'est pas une langue en danger. Mais on a des discours interminables sur le français, langue en danger, l'anglais qui va dévorer le français, etc. Une espèce d'insécurité aussi
par rapport à cette langue, on est le pays qui légifère le plus pour protéger notre langue. Et à l'école, on parle, encore un terme que je n'aime pas, la maîtrise de la langue française. Mais on ne maîtrise pas une langue. On acquiert une langue, on la parle, on la lit, tout ce qu'on vient de dire avant. Mais ce terme de maîtrise nous met encore en insécurité linguistique. Donc c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est important de lâcher par rapport à ça, mais l'école nous forme et joue un rôle très important. Donc encore une fois, c'est une question de formation des enseignants. Merci beaucoup. Nous sommes légèrement en retard, donc je vais céder la place à la suite de cet après-midi qui va se consacrer à une réflexion autour de la fresque. Et pour compléter finalement les propos tenus lors de cette table ronde sur l'image et la lecture d'images et comment on intègre l'image dans notre langage, je vous remercie. Merci beaucoup à vous toutes pour votre participation.